Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui l'objectif n'est absolument pas de vous présenter une entreprise ou de vous faire un débrief marché, c'est plutôt de vous présenter ce sur quoi je travaille depuis maintenant 2 mois, le sujet de mon mémoire qui s'inscrit dans ma 6e année d'études au master spécialisé banque et ingénierie financière de la Toulouse Business School. Alors l'objet de ce mémoire, c'est de créer un outil de clustering d'actions. C'est-à-dire, on va essayer de regrouper ensemble des titres qui se ressemblent. Et déjà, pour regrouper des titres qui se ressemblent ensemble, eh bien, il nous faut des critères sur lesquels se baser. Ces critères seraient pu être typiquement des ratios de valorisation, des marges opérationnelles, le return on equity, etc. N'importe quoi, ce à quoi vous pensez. Mais moi, ce sur quoi j'ai décidé de me baser, ma ressource primaire, quelque part, c'est le cours de mes actions. Si je me suis basé sur les cours, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai déjà une idée de ce à quoi je veux que serve l'outil que j'ai développé. Dans un premier temps, j'aimerais qu'il permette à des investisseurs institutionnels comme particuliers de pouvoir être correctement diversifiés à tout instant. Et la diversification en finance, on le sait, l'objectif c'est de minimiser le risque de son portefeuille, c'est-à-dire la volatilité, si vous voulez, de son portefeuille. Et au sens mathématique, ça revient à minimiser la variance de notre portefeuille. Mais ce n'est pas l'unique objectif là, de ce travail. On va aussi potentiellement, si on arrive à montrer la pertinence de la méthode avec laquelle j'ai aggloméré les titres ensemble, on pourrait faire des études dans le passé pour voir le dynamisme de ces clusters en fonction des périodes économiques. On pourrait typiquement montrer ou essayer de montrer que en période de crise, tous les titres se ressemblent et qu'il est très difficile de se diversifier. Ou que typiquement, quand on pense se diversifier en choisissant des boîtes qui appartiennent à des secteurs d'activité différents, en fait, on est en train de commettre une erreur et c'est absolument pas suffisant de se baser sur ce type de critères parce que quand on a clusterisé nos actions, on voit qu'il n'y a pas de dominance de certains secteurs d'activité. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce type d'outil. Alors, je vous ai dit que ce sur quoi j'avais décidé de me baser, c'était le cours des actions. Il nous faut ensuite un outil de mesure pour se dire, bon ben, comment je dis que 2 cours se ressemblent? Et là, il y en a toute une flopée. Typiquement, je sais qu'instinctivement, ce qui peut nous venir en tête, c'est le coefficient de corrélation de Pearson. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout la seule manière de procéder. Dans mon travail, j'ai aussi bossé sur la distance DTW, de Dynamic Time Wrapping, qui est aussi utilisée pour comparer des personnes qui marchent d'une même manière mais à des vitesses différentes, ou des gens qui parlent avec les mêmes intonations, les mêmes fréquences, mais à des vitesses différentes. On peut utiliser comme ça des outils qui consiste quelque part à comparer 2 séries temporelles, donc là nos séries temporelles c'est le cours qui évolue avec le temps, et de se dire c'est sur ce critère qu'on se repose pour dire que ces titres se ressemblent. Et puis ensuite, il y a la manière dont on va progressivement agglomérer les titres les uns avec les autres, et là il y a plein de manières encore différentes de procéder qui peuvent conduire à des résultats différents. Et donc l'objectif de mon travail, ça a été de bosser sur ces 2 dernières étapes. Donc, moi, je sais que je me base sur les cours, mais ensuite, je peux choisir un critère de distance et ensuite choisir une méthode d'agglomération. Et il me faut pouvoir évaluer la pertinence de mon clustering pour déterminer quelle méthode est la plus appropriée. Et c'est ça qui est extrêmement difficile parce qu'on ne sait pas trop ce que l'on cherche, on ne sait pas à quoi s'attendre. Je pourrais vous afficher dès maintenant le résultat d'un clustering avec un certain critère et une certaine méthode, vous n'aurez aucun moyen de me dire « Ah oui, là, ça me parle ce que tu viens de faire, c'est pertinent, regarde le résultat, dans ce cluster A on a ça, dans ce cluster B on a ça, c'est normal ». Mais en fait, pas du tout, parce que le résultat qu'on obtient dépend vraiment évidemment de ce sur quoi on s'est basé. Et puis ensuite, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc il faut vraiment avoir l'interprétation, enfin la compréhension de toutes les étapes pour pouvoir utiliser ce type d'outil. Mais ça, c'est mon travail. Il faut que je comprenne si c'est pertinent ou pas de clusteriser des titres ensemble, quelle méthode est la plus appropriée et à quoi ça peut servir. Et une fois que j'aurai réussi à déterminer ça, on pourra le partager, on pourra le démocratiser et l'outil pourra vraiment devenir utile. Mais je voulais quand même faire une vidéo parce que j'ai terminé justement le développement de l'outil. Ensuite, cet outil il a des options que je vais pouvoir changer et l'objectif c'est de lui envoyer une banque de plein de tests et de regarder les résultats, de faire l'analyse des résultats si vous voulez. Mais l'outil est terminé, donc je peux déjà vous montrer quelques trucs qui sont extrêmement intéressants.
Donc là, pour l'objet de cette vidéo, l'échantillon sur lequel je me suis basé, c'est notre cher indice du CAC 40. Et certainement que pour le papier que je vais publier, ce sera un échantillon un petit peu plus large, mais pas beaucoup non plus. On partira du SBF 120. C'est important de maîtriser aussi l'échantillon, puisque évidemment, il faut interpréter les résultats du clustering. Et une expérience de marché sur cet indice est très recommandée, on va dire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait apparaître les rendements journaliers, l'évolution des rendements journaliers des 40 entreprises du CAC 40 sur une certaine période. Là, c'est 2019 à 2020. Tout ça, il faut bien comprendre, et c'est là l'objet de la programmation, c'est que tout ça, on peut le changer en 2 secondes. On peut changer la période, on peut changer l'échantillon, on peut changer la méthode de clustering. Tout ce que je vais vous montrer, je peux tout modifier en quelques clics. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir programmé l'outil. Donc là, on a les rendements. Comme je vous dis, on peut voir qu'on a une période d'un petit peu de forte volatilité, là, au début 2019, puis après, ça se calme. Ici, une deuxième période un petit peu plus mouvementée, etc. Et puis, vous avez les légendes avec les tickers des différents titres. Donc là, ce sur quoi je me suis basé pour faire mon clustering, ce sont justement les coefficients de corrélation de Pearson. Et la méthode d'agglomération utilisée, c'est la méthode de Ward. C'est une méthode, si vous voulez, pour faire simple, qui consiste à mettre ensemble les titres qui permettent de diminuer la variabilité interne du cluster. Donc on a un centre de gravité en fait de chaque cluster et on regarde à quelle distance s'éloignent les différents titres de ce centre de gravité là. Et on essaie en fait de minimiser l'inertie intra-cluster et maximiser l'inertie inter-cluster. Encore une fois, ça c'est des détails, pour ceux qui sont passionnés par ça, vous pouvez taper méthode de Ward sur internet, vous aurez toutes les explications. Mais c'est important que quand même je précise la méthode avec laquelle j'ai obtenu ces résultats, sinon ça n'a aucune valeur scientifique. Donc là, on a le résultat de notre clustering, on obtient ce que l'on appelle un dendrogramme. Le dendrogramme, il permet de voir quels ont été les titres qui ont été le plus tôt regroupés ensemble, donc finalement ceux qui se ressemblent le plus quelque part. Et puis ensuite, on fait des ramifications, des branches comme ça, où on vient ajouter des titres à des titres, ou alors créer des autres clusters à une autre extrémité parce qu'on estime qu'ils se ressemblent aussi. Donc typiquement, bon là il faut raisonner en ticker, il faut connaître les tickers du CAC 40, mais on voit ici, alors on le voit même presque pas, qu'il y a eu une agglomération entre Crédit Agricole et BNP. Et ça a été d'ailleurs le premier regroupement qui a été fait. Ensuite, si on regarde, parce qu'il faut se baser par rapport à l'axe des ordonnées, si on regarde la deuxième opération qui a été réalisée, c'est finalement GLE, donc Société Générale, qui est venue rejoindre ACA et BNP. Donc là, pour le coup, ça nous fait extrêmement penser au secteur d'activité. On se dit, bon, ben, celles qui se ressemblent, c'est celles qui sont dans le même secteur d'activité. Mais vous inquiétez pas, on a des belles surprises. Et là, encore une fois, je vous précise qu'on s'est basé sur le coefficient de corrélation de Pearson. Je vous ai parlé tout à l'heure de la distance DTW, on obtient des résultats complètement différents. Donc il y a certaines boîtes dont les cours ont la même dynamique, mais qui n'appartiennent pas du tout à des mêmes secteurs. Ensuite, le next move, si on peut l'appeler comme ça, c'est MC qui rejoint Hermès. Encore une fois, pas de surprise, LVMH qui rejoint Hermès. Puis Legrand qui rejoint Schneider Electric, toujours pas de surprise. Air Liquide qui rejoint Vinci, un petit peu plus surprenant. Airbus qui rejoint Safran, etc., etc. Vous pouvez monter comme ça les ramifications. Donc en lisant ce dendrogramme, on peut comprendre quelle est la composition des clusters si on lui dit « je veux découper mon CAC 40 en X clusters ». Il va falloir jouer en fait sur des découpes horizontales de notre dendrogramme. Typiquement, si je découpe mon dendrogramme à 32, ici, bon c'est arbitraire, hein, ça va être une espèce de notion d'inertie quand même, cette ordonnée, mais si je le découpe à 32, on a un premier cluster, parce qu'on coupe une ramification qui est composée de toutes ces valeurs-là. Ensuite, on croise une deuxième ramification, on aura un deuxième cluster, troisième, etc., etc., etc. Donc par exemple, si j'ai décidé de couper à 32, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clusters. Donc voilà, typiquement ici, mon programme, ce que je lui ai demandé de faire,
c'est de me sortir 8 clusters, c'est-à-dire de créer 8 paquets qui contiennent des valeurs qui se ressemblent. Et on va voir les résultats qu'il m'a donnés. Donc ici, j'affiche à chaque fois les rendements, encore une fois, l'évolution des rendements journaliers des actions qui appartiennent à un même cluster. Ici, on a un cluster numéro 0, bon, j'ai mon indice qui commence à 0, mais considérez que ça pourrait être le cluster numéro 1, c'est le premier cluster. Il est composé de Alstom, Carrefour, Publicis et Unibail. Et on voit déjà que les rendements journaliers se suivent un petit peu. Il y a certains pics là, de Publicis, pour le coup, qui peuvent aussi, parce que je n'ai pas retraité les rendements, qui pourraient correspondre typiquement à des versements de dividendes, ou à des splits, ou à des choses comme ça, il va falloir améliorer le programme pour pouvoir retraiter ces choses-là. Mais typiquement, si on essaie de trouver dans le dendrogramme où est ce cluster, alors on a Alstom, Carrefour, on cherche... Alstom, Publicis, Carrefour, Unibail. On est ici. Donc on a la partie bleue et jaune et on sait qu'on a coupé ici puisque on a les 4. Alors on voit que ces boîtes-là, elles ont beau être dans le même cluster, elles se sont rejointes assez tard, vous voyez, dans les ramifications. Donc finalement, ce sont des boîtes qui sont ensemble, mais qui se ressemblent pas tant que ça. En tout cas, moins que typiquement ici, Air Liquide, Vinci, Airbus, Safran, Care, MC, Hermès, typiquement. Ici, ce qu'on fait, c'est un scatter plot du cluster numéro 0. Et ça nous permet de voir quoi? Ça nous permet de voir l'évolution des rendements, mais cette fois-ci pris 2 à 2. Donc là, si on regarde dans cette case-là, typiquement, on a Carrefour par rapport à Alstom, ici. Et on voit que la distribution des rendements d'un titre par rapport à l'autre, elle ne nous fait pas un joli tube auquel on s'attend quand 2 boîtes sont très bien corrélées. On a plutôt une tâche, une espèce de tâche gaussienne qui nous dirait bon, bah, ces titres, ils évoluent pas trop ensemble. Donc ce cluster, il a été créé, mais il n'est pas forcément très pertinent. En tout cas, c'est comme ça qu'on procède pour faire notre analyse. C'est comme ça que j'ai décidé d'évaluer le cluster, tout simplement. Alors là, on a un deuxième cluster qui a été créé avec Capgemini, Dassault Systèmes, Eurofin, Thales, Téléperformance, Vivendi, Worldline. Encore une fois, des fois, on a vraiment des rendements qui se suivent. Alors, vous ne le voyez pas forcément très bien à l'écran, mais on a des choses qui se chevauchent. En tout cas, on essaie en fait, depuis ce schmilblick, là, depuis vraiment ce méli-mélo de nœuds, de mettre ensemble juste ceux qui se chevauchent. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus satisfaisant dans les scatterplots. On a des choses qui commencent à ressembler à des tubes un petit peu. Ici, typiquement, on voit qu'on pourrait avoir une belle régression linéaire qui aurait quand même un R carré pas si dégueulasse que ça. Pareil ici, on a quelques tâches gaussiennes qui traînent, typiquement ici entre Thales et Eurofin Scientifique. Et d'ailleurs, si on regarde la colonne Eurofin Scientifique ou la ligne Eurofin Scientifique, typiquement la ligne Eurofin Scientifique elle est ici, on voit qu'il y a beaucoup de tâches. Parce qu'en fait, Eurofin, c'est une boîte qui a rejoint le CAC 40 très tard et qui est encore très faiblement corrélée à l'indice. Et ça, on peut le voir aussi dans le dendrogramme parce qu'elle a certainement rejoint son cluster assez tard. Voilà, elle est là, ERF, ça a été assez tard, on est entre 20 et 25. Donc ce n'est pas du tout l'une des premières sur lesquelles le programme s'est basé pour créer un cluster. Puis on a notre troisième cluster que je vous laisse regarder. Alors je vous rappelle, on est sur 2019-2020 avec alors CS et AXA, EN Bouygues, Legrand, ML, là je commence à vraiment paniquer là. MT c'est ArcelorMittal, Saint-Gobain, ST Microelectronics, Schneider Electric, Total Energy. Voilà, bref, vous pouvez les trouver de toute façon. Là, le scatterplot, il est super. C'est-à-dire que là, on a formé un cluster qui est très très convaincant. Ce cluster-là, il a bien regroupé des titres qui se ressemblent énormément. Donc typiquement, si on avait 3, 4, si on a 10 valeurs dans notre portefeuille, que notre benchmark, c'est clairement le CAC 40, et que dans nos 10 valeurs, on en a 4 qui appartiennent à ce cluster-là, ben on peut commencer à se poser des questions et se dire, bon, ben là, ma diversification, elle est vraiment à chier, quoi. Donc il faut que je la revoie. Puisqu'on voit que ces titres sont très fortement corrélés les uns aux autres. On a ensuite des clusters qui sont un petit peu plus vides, avec certaines boîtes. Là, c'est Renault et Stellantis. Alors, je me donne tort en vous montrant ça, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup au secteur d'activité. Mais vous inquiétez pas, avec différentes méthodes, on peut avoir des résultats complètement différents.
Donc là, on a Renault et Stellantis qui quand même évoluent, il faut le reconnaître, de manière très similaire, avec voilà, un tube plus ou moins convaincant. Un cinquième cluster, le cluster numéro 4, avec les valeurs de l'aéronautique notamment, et du luxe. On ne se serait pas douté. Alors d'ailleurs, on peut remarquer des choses quand même si on ne travaille pas beaucoup avec les secteurs d'activité, que j'aime pas ça, parce que justement, il y a certains outils qui mettent en valeur que c'est pas du tout une bonne manière de se diversifier. On peut mettre en valeur le fait que, par exemple, l'automobile et les bancaires sont souvent regroupés dans le même cluster, que le luxe est regroupé, alors il fonctionne très bien ensemble, mais il est regroupé à des secteurs qui peuvent être complètement différents d'une année sur l'autre. Là, typiquement, l'aéronautique sur celui-ci, etc. Les résultats que je prends, hein, qui sont intéressants. Et voilà, on a nos derniers clusters. Tac, tac, tac. Ici, un très beau cluster, hein, je pense que c'est les bancaires. Ouais, ACA, BNP, GLE, voilà, on a des magnifiques tubes. Ça, voilà, ça c'est un scatterplot on se dit, bon, bah là, ça sert à rien d'avoir ces 3 valeurs dans le portefeuille, il en faut qu'une et on prendra la meilleure selon d'autres critères, par exemple. Ou alors, on peut faire ce que j'ai fait dans ce programme, c'est-à-dire créer, en fait, des portefeuilles, des mini-ETF de chaque cluster. Vous allez comprendre, on va y revenir. Là, je fais des boîtes à moustaches pour les différents clusters pour avoir une idée un petit peu des caractéristiques en termes de distribution des rendements des boîtes d'un même cluster. On voit qu'il y a les clusters, par exemple 7 et 3 ont des boîtes à moustaches qui sont un petit peu plus grosses, donc on a des distributions un petit peu plus éparpillées. Je me doute que le 3 et le 7 du coup sont des clusters dans lesquels il y a moins de titres que les autres. 7, je vous rappelle, c'est les bancaires, il n'y avait que 3 titres, et le cluster numéro 3, si on revient, on est 4, 3, voilà, c'est Renault Stellantis. Mais on voit quand même que c'est pas beaucoup plus gros non plus, hein, les distributions. Là, j'ai plot les kernel density. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails. C'est pareil, ça nous permet d'avoir des informations sur la distribution au sein des clusters. Et puis, on arrive à la deuxième étape de cet outil, qui est l'évaluation de la pertinence du clustering. Et donc, pour ça, pour évaluer la pertinence du clustering, ce que j'ai décidé de faire, c'est de voir si le résultat du clustering permettait de stabiliser le modèle de Markowitz, donc la théorie moderne du portefeuille. J'avais fait une vidéo à ce propos sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, qui était pour le coup sous Excel, mais là je l'ai implémenté sous Python. Mais ça revient un petit peu au même. En fait, on plotte les couples risque-rendement de plein de portefeuilles pris aléatoirement dans une sélection dans un échantillon. Donc on va créer aléatoirement des portefeuilles, donc avec des poids aléatoires, un poids pour le cluster 0, un poids pour le cluster 1, pour le cluster 2, etc. Et on va faire apparaître le couple risque-rendement, donc variance et rendement du portefeuille en question. Ça nous permet d'avoir une tâche. Alors, généralement, et on se doute bien que cette tâche, ça devrait être un œuf légèrement incliné vers la droite. Et c'est le cas ici, ça fonctionne bien en tout cas sur la période qu'on a pris sur l'année 2019. Alors pourquoi je dis un petit peu incliné vers la droite? Parce que quand même, quand on a des volatilités supérieures, donc quand on se décale vers la droite, on est censé avoir un rendement supérieur. En fait, les marchés sont censés, enfin quelque part, c'est ce qu'on s'attend à ce que le marché rémunère le risque, qu'il faille prendre des valeurs risquées pour des valeurs volatiles pour faire mieux. Mais parfois, sur certaines années, l'œuf est incliné dans l'autre sens. Et alors à ce moment-là, on a un marché qui au contraire ne rémunère pas le risque. C'est-à-dire que moins on prend de risque, plus on a une petite volatilité, plus notre rendement est intéressant. Donc rien que l'analyse de cette tâche, elle est intéressante. Et ce qui est bien connu de la théorie moderne du portefeuille, c'est que quelque part, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver le poids des portefeuilles optimaux, c'est-à-dire les portefeuilles qui, pour un rendement donné, minimisent la volatilité. Et ça nous permet de construire ce qu'on appelle la frontière efficiente. Et normalement, un investisseur intelligent, on va dire, il serait censé piocher des portefeuilles uniquement dans cette frontière efficiente. Mais bon, c'est facile à dire parce que comment on trace ces différentes données?
avec des historiques. Et donc c'est super de pouvoir dire ah bah oui, dans le passé on avait ces couples risque-rendement, notre frontière efficiente a été là, ce portefeuille il faisait 8% de rendement pour une volatilité de temps, je vais le prendre, il va faire pareil l'année prochaine. Ça c'est justement complètement débile. Et c'est là tout le défaut de Markowitz, si vous voulez. Lui, ça a été révolutionnaire la manière dont il a réfléchi parce que ça a été un des premiers qui a parlé du risque au sens de la volatilité et qui a dit que quelque part, on devait, nous, en tant qu'investisseurs, considérer, évaluer notre investissement en fonction de deux choses, le rendement apporté et le risque qu'on a pris. Et puis il y a Sharpe qui a suivi derrière et qui a inventé le ratio de Sharpe qui est très très connu et encore extrêmement utilisé, qui, encore une fois, permet de raisonner comme ça, toujours en couple risque-rendement. Et vous en avez déjà entendu parler du couple risque-rendement. Bon, voilà, c'est ces différentes personnes qui en sont à l'origine. Mais c'est vrai que le modèle de Markowitz est justement la logique selon laquelle on voudrait prendre des portefeuilles qui sont sur cette frontière efficiente, eh bien, elle a été contestée à plein de reprises. Et c'est pas parce que on prend un portefeuille sur cette frontière efficiente qu'il sera sur la frontière efficiente de l'année suivante, qu'il restera sur l'extrémité haute gauche de notre œuf. C'est absolument pas garanti. Et justement, ce qu'on peut mettre en valeur avec un pré-clustering, c'est qu'en se basant sur des mini ETF de chaque cluster et pas sur les valeurs prises individuellement, eh bien on peut voir qu'on va stabiliser le modèle de Markowitz et donc on aura plus de chances en prenant une valeur, en prenant un portefeuille efficient, que notre portefeuille l'année suivante soit proche de la frontière efficiente, donc soit encore un petit peu d'efficience, qu'il lui reste de l'efficience si vous voulez. Bon, essayons de récapituler un petit peu tout ça. Le modèle de Markowitz, il permet de faire quoi? Il permet de trouver le poids attribué à différents titres des portefeuilles qui sont les portefeuilles optimaux, c'est-à-dire qui pour un rendement donné minimisent la volatilité. Sauf que, on l'a vu, le problème c'est que pour ça on a besoin de données historiques et que rien ne garantit que le portefeuille efficient de l'année N soit toujours un portefeuille efficient en année N plus 1. Et en réalité, les portefeuilles qui sont ici positionnés sur la ligne rouge, on pourrait les retrouver complètement à l'ouest l'année suivante. Quand on fait un pré-clustering de notre échantillon, et c'est-à-dire qu'on regroupe ensemble des titres qui se ressemblent, et que soit, alors il y aurait deux manières de procéder, soit on prend le titre qui nous plaît le plus de chaque cluster, soit on ne réfléchit pas comme ça, et on prend l'ensemble des titres de notre cluster. Et qu'ensuite, on crée un portefeuille, si vous voulez, qui est composé, qui est équipondéré de tous ces mini ETF qui représentent chaque cluster. Comme chaque cluster est composé d'un nombre différent de valeurs, finalement, le poids individuel d'un titre va être différent dans le portefeuille global. Typiquement, on l'a vu, dans le cluster numéro 3, il y avait Stellantis et Renault. Donc, comme on va donner autant de poids dans notre portefeuille global au cluster Stellantis-Renault qu'à un autre cluster où il y a 7 ou 8 valeurs, finalement, le poids individuel de Stellantis et Renault va être plus fort que les autres valeurs. Bref, en réalisant ce pré-clustering, on peut se rendre compte qu'on stabilise le modèle de Markowitz et qu'on a plus de chances de retrouver nos portefeuilles efficients proches de la frontière efficiente l'année suivante. Donc ça se prouve. Il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Donc là, typiquement, j'ai recommencé l'exercice de clustering sur sur l'année d'après, que je pourrais considérer comme étant mon année d'investissement. Ma première année, mon année d'estimation, m'a permis de créer mes portefeuilles optimaux. Et ma deuxième année, c'est ma période d'investissement, de simulation, si on veut, sur laquelle je vais voir, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que si j'avais pris les portefeuilles efficients, où est-ce qu'ils se seraient retrouvés? Donc déjà, on voit qu'on a des clusters qui peuvent être complètement différents de l'année d'avant. Et d'ailleurs, c'est ça aussi que je veux faire derrière avec cet outil, c'est de pouvoir regarder le dynamisme de ce dendrogramme avec le temps. Et sur certaines périodes, comment ce dendrogramme s'est transformé? Quelle action est partie de son cluster pour en rejoindre un autre
et comment l'analyste financier doit interpréter ce changement de cluster. Est-ce qu'il est pérenne ou pérenne, je ne sais jamais comment on dit, est-ce qu'il est pérenne ce changement? Est-ce qu'il va rester pendant longtemps ou est-ce que c'est juste pour une journée que le titre s'est barré et puis il va revenir se mettre avec son cluster? Tout ça, ça peut être des utilisations extrêmement intéressantes de cet outil. Bon, là, sur ma période d'investissement, je recrée des clusters, etc. Et puis, je refais un modèle de Markowitz et je regarde quelle est la forme de mon œuf sur cette année-là. Donc là, on est sur l'année 2020. Il y a eu la crise Covid d'ailleurs. Donc on voit d'ailleurs qu'on a une bonne partie de l'œuf qui est dans le négatif. Mais quand même, il y a la plus grosse probabilité était quand même d'avoir un rendement positif cette année-là. Et on a toujours une belle frontière efficiente qui représente les portefeuilles efficients. Alors peut-être vous vous dites pourquoi il y a un décalage entre l'œuf et ma frontière efficiente? Parce qu'ils sont plots aléatoirement là, ces portefeuilles. J'en ai plot 100 000, mais si j'en avais fait 1 million, il y aurait des tâches qui rejoindraient progressivement ces portefeuilles efficients. Parce qu'il faut bien comprendre que j'ai mis aucune contrainte sur les poids. Donc là, pour créer ces portefeuilles qui composent la ligne rouge, il a pu prendre des poids au millième d'un millième décimal, si vous voulez, proche. Il n'a pas de contrainte, donc il va créer des portefeuilles qui sont très difficiles. C'est très difficile pour un analyste de tomber dessus aléatoirement, si vous voulez. D'ailleurs, on le voit là ici. Là, j'ai plot typiquement les poids qui sont attribués aux différents clusters, aux différents mini-ETF, pour le GMPV. Le GMPV, c'est le Global Minimum Variance Portfolio. C'est le portefeuille qui est situé au point d'inflexion de la frontière efficiente. Donc c'est notre GMPV ici. Donc le portefeuille d'ici, il a cette composition-là. Et ça, en 2 temps de 3 mouvements, je peux lui dire, ben non, moi je veux la composition de ce portefeuille-là. Ça, je peux lui dire, pareil, ça se fait. Donc là, on va plot le reste de l'output. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est justement la position de nos portefeuilles créés sur la période d'estimation, investis sur la période d'investissement et comparés à la nouvelle frontière efficiente. Donc là, en orange, ce sont, si vous voulez, les portefeuilles qui composaient la première ligne rouge sur l'année 2019. C'était les portefeuilles optimaux. Vous vous souvenez, les portefeuilles optimaux de l'année 2019. En rouge ici, cette fois-ci, c'est exactement la même ligne rouge que celle qu'on a au-dessus. C'est les portefeuilles efficients de 2020. Et on voit qu'il y a toute une série de portefeuilles qui est très proche de la frontière efficiente. Et donc, qui a réussi à rester proche des portefeuilles les plus efficients. Et puis ensuite, on a voilà, des points qui s'éloignent. Certains portefeuilles se sont éloignés. Peut-être parce qu'ils étaient composés de titres qui ont radicalement, dans le comportement, radicalement changé entre 2019 et 2020. Tout ça, c'est des excellentes informations à prendre. Et si on n'avait pas clusterisé, pas fait de pré-clustering, et je ne sais pas si je peux vous montrer ce résultat, je ne sais pas si je l'ai, voilà. Ici, c'est typiquement le résultat de Markowitz quand on n'a pas clusterisé. Ben, on a notre frontière efficiente qui est là, et puis tous nos portefeuilles générés sur la période d'estimation, ils sont venus se cafouiller, s'agglomérer en bas à droite, là, se regrouper ensemble. Il n'y en a aucun qui est proche de la frontière efficiente. Donc comment moi je procède pour évaluer la pertinence de mon cluster? En fait, je prends chaque point orange, je calcule la distance à chaque point rouge, je prends la distance minimum de ça, je répète cette opération pour tous les points orange, et puis je prends la moyenne de cette distance. Et ça va être, si vous voulez, ma distance entre mes anciens portefeuilles créés sur la période d'estimation et ma nouvelle frontière efficiente. Et comme ça, je me dis, si j'arrive à stabiliser le modèle de Markowitz qui a été tant critiqué ces dernières années, eh bien, je peux montrer clairement la pertinence que ça a de clusteriser dans le sens qu'on peut se diversifier correctement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous aurez vraiment apprécié la présentation du travail. Je sais que c'est compliqué de saisir tous les tenants et aboutissants de comment fonctionne tout ça. Il y a beaucoup de code que je ne peux pas vous montrer parce que ça m'appartient et je ne peux pas donner mon travail comme ça parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire du code. Mais j'ai pris un plaisir fou à vous montrer les résultats
du programme. Et si vous avez des idées de ce à quoi ça peut servir ou de modifications qu'on pourrait faire ou de trucs intéressants qu'on aimerait avoir comme information typiquement sur les clusters, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des messages, à me parler de ce sur quoi vous bossez, si vous bossez sur un truc similaire. Si vous faites de la clusterisation aussi, si vous êtes un spécialiste par hasard en clusterisation, contactez-moi vraiment parce que je sais que c'est quelque chose qui est utilisé dans plein d'autres domaines, par exemple le marketing pour regrouper des gens qui se comportent pareil, enfin qui achètent les mêmes produits, les regrouper ensemble, dans l'automobile pour regrouper ensemble des gens qui ont le même style de conduite pour leur vendre potentiellement le même type d'assurance. Le clustering, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans énormément de domaines et ça fait partie d'un des plus gros domaines de recherche du machine learning. Donc, et il existe plein de méthodes. Moi, je vous ai montré voilà, que des méthodes qu'on appelle des méthodes de classification hiérarchique, mais il existe d'autres méthodes comme K-means, etc., qui peuvent être tout aussi pertinentes pour d'autres applications. En tout cas, celles que j'ai utilisées pour le cours des actions, c'est celle qui me semble le plus pertinent. Là, ce que je vous ai montré, c'est avec une classification hiérarchique, ascendante hiérarchique, basée sur les cours boursiers. L'outil de mesure, c'est le coefficient de corrélation de Pearson, qui ne répond pas tout à fait à toutes les propriétés d'une distance, mais qui est quand même pertinent. Et puis ensuite, la manière dont on agglomère les titres ensemble, c'est la méthode de Ward. Mais tout ça, je les ai testés avec différentes méthodes. Et là, je suis en train justement de tester, de regarder les résultats qui nous sont donnés. Donc justement, la stabilisation du modèle de Markowitz avec différentes méthodes de clustering pour essayer d'évaluer la pertinence de ces différentes méthodes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sans Cravate, à liker en masse cette vidéo, à la partager avec des gens qui sont passionnés par la finance, parce que je pense que ça peut aller très loin. Et en tout cas, je vais me régaler à continuer le développement. Sur ce, restez connectés pour en savoir plus et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!